Monsieur Abdelkader Azrih, vous êtes ancien parlementaire, président du Conseil régional des droits de l'homme de Rabat Salé Kenitra, secrétaire général adjoint de la Fondation Euromeda et expert en droits de l'homme. On l'a bien compris, les droits de l'homme constituent une part de votre ADN. Pourriez-vous nous parler un petit peu de l'évolution des droits de l'homme au Maroc et notamment de votre mission au sein de ce Conseil régional des droits de l'homme et plus particulièrement en ce qui concerne les provinces du Sud? Et bien sûr, le CNDH a essayé durant ce mandat, après la nouvelle constitution, de faire son rôle concernant l'expérience marocaine et aussi concernant l'émergence des droits de l'homme dans le monde avec cette expérience spécifique au Maroc. Parce que le nombre, certes, a évolué des institutions des droits de l'homme dans le monde, plus de 100, mais quand même parce qu'il y a une grille internationale des institutions des droits de l'homme, il y a la place A, B, C et ceux qui font leur rôle en se basant sur le principe de Paris, ils sont dans le rang A et le CNDH a été toujours dans cette classe-là. Ça veut dire que les experts internationaux onusiens qui suivent l'expérience marocaine voient que le CNDH, même avant, a bien fait son rôle parce que les droits de l'homme, ou bien, si vous voulez, la politique des droits de l'homme, c'est un processus, c'est une culture. Donc, c'est complexe. C'est pas d'ici demain qu'on va changer une mentalité, changer les lois, changer les gens, changer les relations, ainsi de suite. Donc, c'est un processus qui touche. C'est pour cela qu'on travaille sur la protection, qu'on travaille sur la promotion des droits de l'homme, sur le côté culturel. Et c'est pour cela qu'aussi on travaille sur les publications concernant la littérature des droits de l'homme. Et pour ce qui concerne de l'organisation, c'est aussi spécifique. C'est presque 12 ou 13 conseils dans le monde qui ont cette expérience de proximité à travers des commissions régionales, mais les expériences qui ont réussi, c'est presque 3. Il y a l'expérience, par exemple, mexicaine, qui ont très bien travaillé sur la proximité parce qu'ils ont ce problème complexe d'immigration concernant les frontières entre le Mexique et l'Amérique du Nord. Donc cette expérience nouvelle marocaine, bon, nous présidons après la nomination royale, on s'est trouvé dans une expérience qu'il n'y a pas de modèle, il n'y a pas de culture pour un petit peu prendre comme modèle pour commencer cette expérience nouvelle. Donc, nous nous trouvons en face d'une expérience nouvelle qu'on doit mener, qu'on doit essayer de construire ce travail nouveau concernant les droits de l'homme avec les autorités locales. Donc, à travailler auparavant national avec un ministre, c'est une chose. Travailler avec un gouverneur, avec un Bacha, un Wali, c'est une autre. Donc, on a commencé sur le plan régional. Par exemple, l'expérience de la commission régionale de Rabat Salé Kenitra. On a eu l'idée, les membres de la commission, ils étaient 31. Donc, on a eu l'idée commencer par organiser la caravane régionale des droits de l'homme. On a passé par les 11 villes-provinces de la région de Rabat Salé Kenitra. On a passé par les 13 prisons de la région, par les hôpitaux psychiatriques de la région. Donc, on a
pu avoir une base de données et savoir avec la population, la spécificité de la population avec laquelle on va travailler pendant le mandat qu'on vient de terminer. Et cette expérience nous a donné beaucoup de leçons. Donc on ne savait pas beaucoup de choses qui se font sur le terrain par les citoyens, par les femmes, même dans les milieux ruraux, dans les montagnes. Donc il y a beaucoup de choses qui se font bien, mais qu'il a besoin d'être encadré, suivi, alimenté. Et donc cette caravane régionale a ouvert pour mettre une stratégie régionale sur laquelle on a travaillé pendant ces 5 années. Et c'est la même chose, je crois, pour nos amis, les 3 présidents des commissions régionales de notre partie du Sud, le Sahara marocain, soit à Laayoune, soit à Dakhla, soit à Tantan. Donc les 3 présidents, ils ont mené une expérience qui n'était pas facile parce qu'ils étaient la face directe de nos adversaires, des militants qui se présentent comme représentants l'autre position politique. Mais il y avait même des militants de cette position-là qui siègent au sein des conseils régionaux parce que, pour nous, droits de l'homme, je défends ton droit de présenter ton idée, mais bien sûr, j'ai aussi, moi, le droit d'avoir mon idée, ma position, et c'est ça la démocratie, c'est ça le droit de l'homme. Donc, se concerter, se parler, mais quand même dépasser les conflits et les jugements lancés comme ça. Parce que finalement, on est en train de construire une région avec les défis, les défis qui ne sont pas faciles, qui ne sont pas simples, mais aussi c'est la leçon de l'histoire humaine. On évolue toujours dans cette dialectique, et je crois que à travers cette expérience qu'a menée le Maroc, on a pu réussir quand même de mettre les jalons d'une expérience de proximité concernant le travail des droits de l'homme régionaux à travers les rapports régionaux, à travers la promotion des droits de l'homme. Par exemple, nos amis, ils ont mis beaucoup de programmes de formation des agents de sécurité sur le droit de l'homme. Donc, il y a maintenant une coopération réelle sur le terrain. Il y a aussi maintenant un programme de formation pour les gendarmes marocains avec l'arrivée du nouveau général président qui gère maintenant la gendarmerie. Donc voilà, il y a un processus qui s'élonge et qui se profonde, qui tient un nouveau contenu qui dépasse le dispositif général d'un langage associatif, mais maintenant on est dans l'expertise et aussi de développer cette politique de droits de l'homme. Et c'est ça l'essentiel. Je crois que c'est ça le rôle du Conseil national des droits de l'homme. Bien, vous êtes secrétaire général adjoint de la Fondation Euromeda et vous venez d'organiser au Parlement européen à Bruxelles une conférence sur les ressources naturelles et le droit international. On sait combien la question des ressources naturelles se trouve au cœur de l'actualité d'un conflit entre le Maroc et le Polisario. Il y a eu notamment 2 arrêts de la Cour européenne de justice. Je voulais avoir votre avis concernant l'exploitation de ce dossier
au regard à la fois des droits de l'homme, mais également au regard je dirais, de la légalité internationale, qui au fond sont intimement liées. Quelle est l'analyse que vous faites? Bon, l'analyse qu'on doit faire ensemble, on doit se baser sur la réalité, premièrement. Enfin, concernant la relation entre droits de l'homme et entreprise, c'est le lancement d'un nouveau projet qui a débuté. Donc ce sont des principes, il n'y a pas de convention. Et ça rentre aussi dans le nouveau projet de la politique des droits de l'homme menée par le Conseil national des droits de l'homme, c'est de s'impliquer dans la commission tunisienne qui prépare cette nouvelle convention. Et aussi pour avoir formé des experts marocains dans le domaine. Et bien sûr, on a réussi parce que la plupart des ateliers organisés en Afrique, par exemple, c'était les Marocains et les Marocaines, les experts du CNDH qui donnent de l'expertise en Afrique et partout dans le monde. Donc, on est dedans, on va être un partenaire essentiel dans la rédaction de cette convention. Les ressources naturelles en relation avec la loi internationale, parce que la loi, elle existe quand même, la loi, elle existe. Et bien sûr, la nouvelle convention concernant les droits de l'homme et entreprises, sûrement, ça va poser la question de revoir la loi internationale en relation avec les ressources naturelles. Et surtout parce qu'on est dans un monde qui a beaucoup changé par rapport à la période où on a développé la loi internationale concernant le commerce international, concernant les relations internationales en général. Et c'est pour cela qu'on doit définir les ressources naturelles en relation avec l'état du lieu actuel autrement, parce que quand même l'exploitation, le terme exploité c'était pendant la période coloniale et comme on disait les marxistes aussi pendant l'impérialisme, mais maintenant les choses ont beaucoup changé, pas toujours dans le côté positif, parce que voilà, on se trouve devant un soi-disant État qui s'appelle Daesh, qui exploite par exemple le pétrole irakien, qui le vend dans le marché international. Donc la grande question qui se pose pour la communauté internationale qui a acheté ce pétrole-là. Donc c'est pas seulement un choix de se positionner pour demander et poser la question comment on doit entamer un processus de reconstruire cette loi internationale concernant les ressources naturelles. C'est pas un choix, par contre, ça c'est le résultat d'un tournant historique que nous vivons. Et voilà, donc c'est un atelier, et c'est pour cela que nos experts dans le droit marocain et marocaine doivent être là, et c'est pour cela que dans notre fondation, vu qu'on va essayer de développer une vision concernant la relation Europe-Afrique, Méditerranée, et développer la relation avec cette mer, parce que elle est restée stagnée comme un passage, mais pas comme un espace d'une culture qui a de l'histoire quand même. Donc la philosophie, la vision qui a été développée en Espagne pendant qu'on a créé l'espace méditerranéen et on a créé la plateforme euro-méditerranéenne, ça n'a pas marché parce que
Elle était juste après que l'Europe de l'Est a commencé, après la chute du mur de Berlin. Et malheureusement, c'est pas malheureusement, parce que ça a été la réalité de l'Europe qui exigeait que nos amis français, italiens, espagnols se tournent vers ces pays-là. Et ils n'ont pas tenu compte que la Méditerranée, le sud de la Méditerranée, c'est l'espace vital de l'Europe. C'est le trait d'union entre l'Europe et l'Afrique. Et l'Afrique, ce n'est plus un espace ouvert à l'Europe. Maintenant, c'est un espace de concurrence. Il n'y a pas que les Européens qui sont là. Il y a d'autres pays qui sont grands, qui ont des moyens, tels que la Chine, tels que l'Inde. Par exemple, le chiffre pour ce qui concerne la Chine de cette année, donc c'est 101 milliards de dollars d'investissement en Afrique. Donc vous voyez que revoir aussi cette relation Europe-Afrique à travers la Méditerranée, c'est construire une nouvelle vision qui touche la coopération internationale et qui touche bien sûr le concept des ressources naturelles et bien sûr qui touche, qui doit toucher bien sûr la loi internationale qui, à mon avis personnel, je ne suis pas de spécialité juridique, mais quand même, j'ai un sentiment qu'il est dépassé maintenant et qu'on doit alerter nos experts juridiques de, bien sûr, et c'est vrai, je côtoie beaucoup d'amis qui travaillent sur des spécialistes de droit qui ont commencé à réfléchir sur le devenir de cette loi internationale. Donc je crois que c'est un atelier international et même aussi africain pour que l'Afrique soit présente. Et aussi, et j'ai terminé par la parole de Sa Majesté pendant le mot d'ouverture du Forum mondial des droits de l'homme, quand il a dit on a accepté d'organiser cette deuxième édition du Forum mondial à Marrakech pour donner à l'Afrique la possibilité. Et je crois à ce moment-là que ça se voyait la nouvelle stratégie de Sa Majesté concernant la relation entre le Maroc et l'Afrique. On a donné l'occasion à notre continent de participer de la construction de la vision globale des droits de l'homme et qu'on on doit changer de place parce que depuis l'indépendance, on subit et on ne participe pas dans la production des lois et des conventions internationales, soit onusiennes, soit civiles. Restons en Afrique et cette vision marocaine de l'Afrique, puisque aujourd'hui, 25 mai 2018, c'est la journée internationale de l'Afrique. On sait que cette journée internationale a été instituée au moment de la création de l'organisation de l'Union africaine. Le Maroc en est sorti en 1984. Il a réintégré le giron institutionnel récemment. Quelles sont aujourd'hui les ambitions du Maroc pour l'Afrique ? Je crois que les ambitions sont multiples quand même, vu l'histoire. Premièrement, le Maroc c'est un pays africain, donc les ambitions sont culturelles, sont politiques, sont sécuritaires. Vu le problème qu'on vit maintenant dans le Sahel sécuritaire, et aussi participer dans l'élaboration de la vision que disait Sa Majesté d'une nouvelle Afrique. Une Afrique qui dépasse un continent qui subit, qui devient un continent acteur dans la politique internationale, soit économique, soit politique, soit sécuritaire. Donc c'est un changement stratégique. Donc le rôle de notre pays, c'est de ce projet stratégique présenté par Sa Majesté,
on doit le mettre en exergue pour l'application d'un travail multiple. Donc, nos experts économiques, les experts bancaires qui travaillent dans le secteur bancaire, le secteur de communication, ce secteur de culture, par exemple, la région de l'Aïon, il a bien fait d'organiser une rencontre internationale pour les écrivaines, les femmes africaines qui écrivent les romans. Donc voilà ce genre de projet de travail qui peut tisser et renforcer cette relation nouvelle stratégique parce que l'Afrique doit se présenter. Et dernièrement à Paris, dans une conférence, une dame française qui représentait une fondation, il a dit malheureusement vous, les gens du Sud, les militants du Sud, les experts du Sud, vous parlez à l'Europe comme si c'était un seul pays. Nous, c'est un continent représenté par plusieurs pays. Et je crois que c'est aussi le problème de l'Afrique. C'est un continent qui n'est pas un seul pays, mais il est représenté par plusieurs pays, plusieurs forces. Et c'est pour cela que le Maroc, il a bien fait quand il a présenté la candidature pour la CEDEAO. Ça renforce l'idée des rassemblements régionaux pour pouvoir y aller vers un continent qui a une vision, une stratégie et qui unifie cette force montante, qui émerge, nouvelle, qui a les ressources humaines, parce que je crois maintenant, les ressources humaines, la population, ce n'est plus comme elle a été vue auparavant, un problème, mais par contre, c'est une force, et c'est pour cela que l'Inde maintenant, quand il se présente dans le monde, il dit, voilà, en année, en 2030, on va dépasser la Chine, concernant le chiffre et le nombre de la population. Donc, le nombre de la population africaine, ça devient aussi une richesse qu'on doit, et là qu'on doit exploiter, mais avec, à la base, avec une stratégie qui tient en compte le devenir de notre continent, le devenir de la population africaine sur le plan scientifique, et sur le plan sécuritaire. Et bien sûr aussi, il y a la problématique qui se présente comme une problématique spécifique de l'Afrique, c'est la problématique de l'immigration. La problématique de l'immigration, parce que c'est une population mobile, comme l'a présenté Monsieur le chef de gouvernement dans le mot de Sa Majesté à l'Union africaine, puisqu'on gère la commission qui travaille sur l'immigration. Donc l'immigration elle-même, ce n'est pas un problème, c'est comment gérer cette immigration. Et l'immigration de l'Afrique envers le monde ne dépasse pas 20%. 80%, c'est entre pays africains. Donc, c'est un axe de travail très important qui est lié à ce changement de la loi internationale, parce qu'aussi, on arrive à travers ce problème-là à la justice. Est-ce qu'on ne doit pas aussi travailler sur une nouvelle idée de la justice? Et je crois que le concept qui a été développé à Paris pendant la COP21, la justice climatique en relation avec les changements climatiques, et je crois que l'Afrique, c'est le continent qui subit de plus ce problème-là, et surtout que on sait très bien qu'il y a beaucoup d'îles dans le côté africain qui vont disparaître, et ils vont disparaître avec un héritage historique, culturel. On peut amener les gens vers d'autres espaces, mais malheureusement, comment sauvegarder cette richesse culturelle, historique,
c'est aussi un projet de travail. Et je crois le Maroc aussi, avec sa nouvelle politique d'immigration, c'est un départ pour participer à la construction d'une vision de l'Afrique concernant cet axe qui est pas seulement africain, mais aussi international, qui est l'immigration, avec et aussi réfléchir l'intégration. Est-ce qu'on va rester à la limite des politiques d'intégration européennes, ou bien on va chercher, développer un modèle d'intégration propre à l'Afrique et à la spécificité culturelle africaine. C'est donc ici que notre émission se termine. Je vous donne donc rendez-vous pour une prochaine émission MAE News. Pour rester informé, abonnez-vous à notre chaîne Euromed CDC. À très bientôt.